La coopération et le projet qualité. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et je crois qu'aujourd'hui nous sommes très heureux aussi d'accueillir tout ce public qui est là pour venir assister à ce café littéraire. Je vous souhaite la bienvenue et je souhaite plein succès à vos travaux. Cher public, chers collègues, c'est un plaisir au nom du directeur de la bibliothèque universitaire et de l'ensemble du personnel de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. La bibliothèque est heureuse d'abriter cette activité parce qu'elle participe à l'animation et parmi tant d'autres activités que les bibliothèques s'efforcent à organiser. Le lieu est très indiqué pour cette 3e édition du Café littéraire parce que, discutant sur le parrain de l'université, le professeur Cheikh Anta Diop, mais surtout que la bibliothèque est le lieu le mieux indiqué pour abriter une telle activité parce que rassemblant les amateurs de la lecture et les acteurs du livre. C'est un lieu où il est possible de développer une communauté de lecture et nous souhaitons fortement que ceci soit le premier jalon d'une collaboration avec d'autres activités à venir. Donc, nous remercions toutes les personnes présentes pour honorer cette activité et nous vous disons plein succès. Merci de votre attention. Merci énormément au directeur de la bibliothèque universitaire de Cheikh Anta Diop. Donc, merci à vous d'être là. Donc, on démarre donc avec ce 3e café littéraire qui a pour thème littérature et mémoire collective. Cheikh Anta Diop, son héritage pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous avons pour partager sur ce sujet M. Pape Farisey, qui est historien, qui est également enseignant, qui est auteur. Madame Awa Bokarli, qui est chercheuse. Monsieur Alioune Ndiaye, qui est historien et auteur également. Donc, merci à tous d'avoir accepté cette invitation et de participer et pour échanger sur ce sujet, sur Cheikh Anta Diop. Merci, monsieur Farisey. Il faut préciser qu'il vient de Diourbel uniquement pour cette activité. Donc, merci énormément d'avoir fait le déplacement. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Je salue Dr Awa, mon collègue qui est M. Alioune Ndiaye. C'est un plaisir d'assister à ce 3e café littéraire organisé dans la bibliothèque universitaire. Je salue le public, les étudiants qui nous suivent en ce moment et tout le plaisir, comme vous l'avez dit, est pour nous d'avoir quitté Diourbel pour venir partager sur un thème d'actualité, mais aussi un thème intéressant pour les étudiants, d'autant plus que nous sommes au centenaire de la naissance, de l'anniversaire de la naissance de Cheikh Anta en cette année 2023 et nous prions pour que les échanges soient fructueux par les co-débatteurs. Salam alaikum. Nuyu naa leen surtout tey àjjuma la et c'est aussi donc Juma Mubarak, chers étudiants, chers participants et autres. Je remercie Judith de l'initiative d'abord de ce café littéraire parce qu'on en a bien besoin, la nourriture de l'esprit. Et on peut sortir des blabla qui accablent les Sénégalais depuis un certain temps. Et je salue la mémoire de Cheikh Anta Diop dont on va parler aujourd'hui au lieu de l'université
qui porte son nom, de l'université qu'on lui avait interdit pendant 21 années de mettre les pieds. Et aujourd'hui, comme dirait l'autre, c'est la revanche de l'histoire, puisque son nom, son statut trône un peu partout à travers cet espace. Donc, moi, c'est Dr Aboubakar Lital, je suis sociologue, je suis chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa au Canada et conférencière, spécialiste un peu de Cheikh Anta Diop, auprès de qui j'ai vécu en tant que jeune chercheur en formation et en tant surtout que militante dans son parti durant 9 années, 3 mois et 3 jours, c'est-à-dire 3 jours avant son décès. Et j'ai eu à écrire un peu dans le prolongement de son travail parce qu'il nous disait « vous avez du pain sur la planche » parce que je n'ai fait que baliser des voies, ce sera à vous de les approfondir. Et vu que c'est un homme multidisciplinaire, chacun prend, comme vous le verrez avec ses éminents conférenciers, selon sa spécialité. Moi, ma spécialité un peu, c'est la question des femmes. Et j'ai écrit un livre sur de la reine de Saba à Michelle Obama, africaine, héroïne d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Puis, ayant eu le privilège de vivre à ses côtés pendant près d'une décennie, et ça, c'était une demande un peu partout. On me disait, Awa, toi, tu as eu la chance de connaître Cheikh Anta Diop. Parle-nous de l'homme. Parle-nous du côté humain de Cheikh Anta Diop. Ce à quoi j'ai fini par céder et à donner ce livre, Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant. Merci. Merci beaucoup, Judith. Et félicitations pour véritablement cette démarche qui consiste à regrouper les gens pour réfléchir sur Cheikh Anta, surtout en 2023. Et c'est une année spéciale parce que Cheikh Anta pouvait vivre 100 ans. Cheikh Anta est né en 1923. C'est pourquoi l'année 2023, on ne se limite pas seulement au 6 février ou au 7 février. On ne va pas uniquement à Tcheitou et revenir et attendre l'année prochaine. C'est une année où véritablement il y aura énormément de manifestations pour célébrer Cheikh Anta. Et c'est aussi une occasion pour aller vers une appropriation des œuvres de Cheikh Anta. D'autant plus que c'est votre parrain. Cheikh pouvait vivre 100 ans. Moi, je le dis toujours. Parce que Cheikh, il a un peu un destin croisé avec son aîné, qui est encore vivant. Quand il y a eu le colloque du Caire, en 1974, c'est Amadou Mahtar Mbow qui était le directeur de l'UNESCO. Et c'est Amadou Mahtar Mbow qui avait financé le colloque du Caire. Cheikh avait dit à toute la communauté internationale qu'on devait se retrouver quelque part au Caire, et c'est symbolique parce qu'on parle de l'Égypte, pour trancher définitivement sur la question de l'origine des Égyptiens. Et à l'époque, c'est Amadou Mahtar qui était directeur de l'UNESCO. C'est lui qui a financé le colloque du Caire. Mais Amadou Mahtar, il est encore vivant. On l'a célébré. Il a 101, 102 ans. Mais malheureusement, Cheikh, en fait, il y a la volonté divine et nous l'acceptons. Mais quand même, il a une vie pleine. Il a vécu, difficilement d'ailleurs, parce que tout ce qu'il y avait comme échafaudage avec les Occidentaux, il a eu à détruire cela. Et quand il est venu dans son propre pays, on l'a confiné ici à l'IFAN avec un simple rang de chercheur. On n'a pas bénéficié, nous, des enseignements de Cheikh, même si nous avons côtoyé ses disciples, tels que les Aboubakar Moussalam et les Babacar Sall. Donc moi, c'est Aliou Ndiaye. J'étais là, étudiant au département d'histoire, et j'ai eu la chance de faire l'histoire ancienne, égyptologie, et c'était les unités de valeur. En première année, pratiquement, on se limite à l'histoire moderne et un peu à l'histoire médiévale. En deuxième année, on fait l'histoire médiévale et l'histoire ancienne. Et à partir de la licence, en fonction des unités de valeur, on peut faire de l'histoire ancienne. J'avais opté pour la 405 et pour la 406 pour pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes et me préparer pour faire des études en égyptologie. Mais finalement, j'ai abandonné pour aller en histoire moderne et contemporaine. Et en bon Jolof, j'ai travaillé sur le Jolof. Voilà ce que j'ai publié.
Le Jolof de 1883 à 1902, ça on est dans la période moderne, voire même contemporaine. Mais quand même, on a eu la chance de traverser toutes les périodes de l'histoire. En histoire, c'est vrai qu'il y a les antiquités et on a une manière de définir l'histoire qu'on doit balayer aujourd'hui. L'histoire, ce n'est pas avec l'apparition de l'écriture, c'est faux. L'histoire, c'est une distribution des événements suivant l'axe du temps, depuis l'apparition de l'être humain. Alors on traverse toutes ces périodes-là et de manière très classique, on dit oui, 4800, l'apparition de l'écriture, 5e siècle, chute de Rome, cette période qu'on considère comme l'Antiquité. 5e siècle jusqu'en 1492, la prise de Constantinople ou la découverte des États-Unis d'Amérique. Cette période qu'on considère comme étant médiévale, mais quand on a un esprit critique, ça peut être une période sombre pour l'Europe, mais pas pour l'Afrique, pas aussi pour l'Arabie Saoudite. En fait, l'Asie. Parce que dès le 6e, 7e siècle, il y a eu l'avènement de l'histoire, en fait de l'islam du moins. Et il y a eu toutes ces inventions en mathématiques et autres, en économie et autres. Et nous avons contenu cette charte du Mandé, c'était au XIIIe siècle. Donc il faut relativiser, avoir un esprit critique. Cette période, elle est sombre, oui pour l'Europe, mais pas pour nous. Et depuis 1492, jusqu'à la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à véritablement 2023, c'est cette période qu'on considère comme étant une période moderne et contemporaine. Donc j'ai eu à traverser un peu cette période. Maintenant, je suis en histoire moderne et contemporaine. J'ai quitté le département pour aller enseigner dans les collèges. J'ai enchaîné pour faire l'inspectorat et j'ai eu à servir à l'intérieur du pays pour construire des écoles. Mais on est là dans la réflexion. Encore une fois de plus, je dis toutes nos félicitations. J'espère qu'avec Pape Fari, qui est spécialiste de ces questions-là, et aussi Dr Awa Bokar, qui a eu la chance de côtoyer Cheikh, votre parrain, je pense qu'on aura des échanges véritablement fructueux. Merci beaucoup. Merci à vous. À travers vos différentes présentations, on plonge vraiment dans le vif du sujet, dans la question de l'héritage de Cheikh Anta Diop. Donc, qu'est-ce que ce thème vous inspire l'un et l'autre? Je suis enseignant au lycée d'enseignement général de Diourbel depuis 2003. J'ai soutenu ma thèse d'égyptologie le 24 décembre 2022 sur le thème « La divinité de Pharaon, limites et survivance dans le christianisme et dans les traditions négro-africaines » sous la direction du professeur Aboubakry Moussa Alam. C'est un thème très intéressant qui nous est soumis aujourd'hui. Quel est l'héritage de Cheikh Anta par rapport à la littérature et au patrimoine, ou bien à la mémoire collective? Ce thème nous interpelle à deux niveaux. Quelle est la place de la littérature dans la consolidation de la mémoire collective? Quelle est la place de la littérature dans la préservation et la diffusion de la mémoire collective? Si bien entendu nous sommes d'accord que cette mémoire collective, c'est tout ce qui nous lie en tant que valeur culturelle et tout ce qui fait notre identité en tant qu'Africain ou en tant que peuple. Comment est-ce que la littérature a été utilisée par Cheikh Anta pour contribuer à la consolidation et à la diffusion de la mémoire, à la préservation de cette mémoire collective? Quel a été le rôle effectivement de Cheikh Anta par rapport à cette consolidation et à cette diffusion de la mémoire collective? Bien entendu, Cheikh Anta étant conscient de l'importance de cette mémoire collective chez un peuple qui a besoin de s'affirmer sur le plan national et international, surtout à la veille des indépendances, a fait recours à cette brillante littérature, heureusement, que nos ancêtres nous ont laissée. Si je parle de nos ancêtres, je parle des Égyptiens de l'Antiquité, qui ont développé la première civilisation autour du bassin du fleuve Nil, et que cette civilisation, pendant longtemps, avait été rattachée ou arrachée par les Occidentaux, dans le but de nous faire croire que l'Afrique, que l'Africain, que le Noir étaient incapables de produire une civilisation, particulièrement la première civilisation de l'humanité qui a impacté pratiquement toutes les autres civilisations qui l'ont suivi dans le temps et dans l'espace. Pour Cheikh Anta, c'était inadmissible d'accepter cette ineptie et de laisser ces mensonges perdurer
qui font de l'Africain un être inconscient, incapable, qui accepte la colonisation, qui a accepté 3 siècles d'esclavage et 1 siècle de colonisation. Et pour lui, sa mission principale, c'était de faire recours à la littérature pour corriger cette falsification. Et cette littérature, heureusement, que nos ancêtres ont écrit. Ils ont produit une écriture qu'ils ont gravée sur les murs de leurs pyramides, sur leurs murs de leurs temples, qu'ils ont produit et ils ont inscrit dans leur sarcophage, et qui finalement au Nouvel Empire, ces textes-là vont constituer ce qu'on appelle aujourd'hui le livre des morts. Mais ces premiers textes qu'on appelle les textes des pyramides, qui ont permis aux premiers souverains, aux souverains égyptiens, aux pharaons, de ressusciter et d'avoir la vie éternelle, car dans la mentalité de nos ancêtres, le mort, il ne meurt pas, mais il continue à vivre dans sa tombe. Et c'est la raison pour laquelle il fallait à Pharaon un ensemble de textes qui lui permettent de ressusciter dans l'empire des morts, de traverser les portes du ciel et de répondre aux questions qui lui sont posées par les gardiens du ciel pour arriver à Osiris et acquérir la vie éternelle. Et dans ces textes de l'Ancien Empire, qui seront par la suite, après la première période intermédiaire, n'est-ce pas, étendus vers les courtisans de Pharaon, qui eux également ont voulu la vie éternelle, qu'on appelle les textes des sarcophages, puisqu'on va les inscrire désormais sur les sarcophages. Alors Cheikh Anta a pu trouver un ensemble d'éléments qui, étudiés à la lumière de ce que nous savons en Afrique traditionnelle, prouvent la finesse qui existe entre ces deux civilisations malgré les 5 ou 6 siècles qui les séparent. Et il fallait donc, à partir de cette littérature pharaonique qu'on appelle les textes des anciens Égyptiens ou bien les textes des hiéroglyphes, il fallait à partir de ces textes réécrire la véritable histoire de l'Afrique, qui d'après les Occidentaux commençait justement avec l'arrivée des Européens au XIXe siècle. Or, cette histoire débute vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et Cheikh Anta a utilisé ces textes, cette brillante littérature, n'est-ce pas, qui a été produite par les anciens Égyptiens, pour réécrire la vraie histoire de l'Afrique. Et en réécrivant la vraie histoire du continent africain, Cheikh Anta a consolidé cette littérature et ensuite il a diffusé cette littérature à travers les masses africaines en quête d'indépendance à l'époque. Et son premier ouvrage, Nation et Culture, Aimé Césaire le dit, quand le livre est sorti, Césaire l'a pris et il a parcouru tous les foyers de nègres pour que ce livre soit lu. Parce que ça constituait un élément déclencheur dans les milieux noirs estudiantins et ça permettait aux Noirs en quête de liberté et d'indépendance de trouver tous les arguments nécessaires pour dire aux Blancs halte à l'indépendance, halte à la domination. Tout ce que vous avez raconté sur notre continent en réalité n'est que de la falsification, car l'Afrique dispose d'une brillante civilisation et cela, Cheikh Anta l'a fait à partir de cette littérature. Peut-être après les autres tours de table, nous allons revenir sur comment Cheikh Anta a pu, n'est-ce pas, à partir de la littérature, consolider cette mémoire et permettre aux Africains de pouvoir se libérer, d'où l'importance de la littérature dans la conscientisation et dans la préservation de la mémoire collective. Février 1895, quand on a découpé l'Afrique aujourd'hui avec ses micro-États, nous n'aurons jamais le développement. Et Cheikh, ce qu'il dit, seul l'État fédéral est viable. Voilà une question très actuelle. Nous nous battons pour l'unité africaine. On a besoin de cette intégration. Dakar peut avoir cette vocation pour avoir été capitale de l'AOF avec les 8 colonies. On a cette tradition de recevoir les gens, mais il faudrait que les gens circulent librement en Afrique si véritablement nous voulons rivaliser avec l'Europe. Et regardez ce qui se passe en Europe. Ils ont créé cette unité. Et aujourd'hui même, il y a l'effritement des États vers l'Est. Je peux citer Slovénie, qui a quitté Yougoslavie pour venir dans l'Union européenne, même si du côté de l'Angleterre, il y a eu des difficultés. Mais regardez aux États-Unis d'Amérique.
C'est une constellation d'États. Mais nous, avec l'émiettement, franchement, il faudrait qu'on revisite la pensée de Cheikh. Et ce qu'il dit, c'est très clair. Pour lui, seul l'État fédéral est viable. Vraiment, c'est quelques mots que je voulais dire par rapport à la pensée de Cheikh. Et encore une fois de plus, je persiste et je signe l'idéologie, la pensée de Cheikh, l'héritage politique de Cheikh. Véritablement, c'est des questions très actuelles. On pouvait faire cette thème à Marie Curie, mais il a quitté toutes ces sciences pour venir en histoire. Parce que pour lui, la bataille idéologique, la reine des batailles, c'est en histoire. Il l'a menée en histoire et il l'a gagnée. D'autres scientifiques, les Majmoud Diop, qui étaient des pharmaciens, les véritablement cette bataille-là. Mais regardez cette problématique des langues nationales. Et là, si on interpelle les psychologues, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'utiliser nos langues nationales. Et Cheikh, ça a été un de ses combats. Pour lui, il fallait qu'on utilise nos langues nationales. Parce que toute langue véhicule véritablement une culture, une richesse. Et d'ailleurs, il s'est appuyé sur la linguistique pour démontrer que l'Égypte était bel et bien noire. Cheikh, non seulement il a fait de l'histoire, mais il a convoqué toutes les sciences auxiliaires pour démontrer que l'Égypte était noire. Quand on a demandé à Cheikh Anta de participer à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique, il leur a dit c'est très simple, je peux m'enfermer, écrire ce que je veux et vous remettre et publier. Et il sait que s'il avait opté pour s'il avait choisi cette option, après il pourrait recevoir les foudres de l'intelligentsia occidentale. Il a dit il faut qu'on convoque un colloque dans la capitale de l'Égypte antique. Vous convoquez tous les grands chercheurs, égyptologues, archéologues, tous ceux qui travaillent sur l'Égypte antique. Les plus grands égyptologues du monde entier ont été convoqués. Il dit, moi, je n'ai pas besoin d'une forte délégation. Il est venu avec Théophile Obenga, puisque le troisième, comme il le dit, a eu un empêchement. C'était l'occasion pour régler deux questions. Est-ce que l'Égypte était nègre? Est-ce que l'Égypte était africaine? Ça a été, comme Cheikh Anta le dit, en tout cas un combat à armes courtoises. Les communications ont été faites et il fallait écouter Cheikh Anta qui devait démontrer que l'Égypte était nègre et l'Égypte était africaine. Et il fallait le démontrer sur la base d'arguments scientifiques et convaincants. Comme vient de le dire mon collègue Alioune, il a utilisé plusieurs disciplines. L'archéologie, la linguistique. Cheikh Anta a montré, à partir de la linguistique, que la langue parlée par les anciens Égyptiens a survécu dans les langues traditionnelles africaines. Et il a utilisé le Wolof parce que, pur produit du Bawol, né, grandi à Tietou, ensuite il est passé à Djurbel, auprès de Cheikh Ahmadou Bamba et de Cheikh Ibra Fall. Donc Cheikh Anta a eu une enfance qui lui a permis de connaître véritablement la langue Wolof. Et il a pu démontrer que l'Égyptien ancien et le Wolof partagent des similitudes qui ne peuvent s'expliquer que par une origine égyptienne des Wolofs. Et ces déclarations étaient étayées par des démonstrations au tableau à partir des hiéroglyphes, de la conjugaison, de la grammaire et du vocabulaire que l'Égyptien ancien a donné naissance au Wolof. Qu'il y a effectivement une parenté génétique entre l'Égyptien ancien et les langues traditionnelles africaines. Et c'est ce que ses successeurs ont continué pour démontrer les ressemblances qui existent entre l'Égyptien ancien et le Pulaar, comme le professeur Aboubakry Moussalam. Donc le colloque du Caire a permis aussi à Cheikh Anta de dire oui, les pharaons ne pouvaient pas être des Blancs ni des Arabes. Et
Il a demandé à analyser la peau des momies, ce qu'on lui a refusé. Mais le seul sphinx qui trône devant les pyramides, avec un nez cassé, donne le profil d'un bantou. Et en creusant plus loin, Cheikh s'est rendu compte que depuis l'Ancien Empire, les premières dynasties, jusqu'à la fin de la civilisation égyptienne, avec les invasions des Grecs, des Romains et des Arabes plus tard, les anciens Égyptiens en majorité étaient des Noirs. Il donne l'exemple d'Osiris. L'Égyptien ancien n'était pas vocalisé, on peut l'écrire WSR, on peut le lire Wusire, on peut le lire Wa-Sire, on peut le lire Sar. Tous ceux qui portent le nom de famille de Sar peuvent se considérer comme étant les adorateurs du totem Osiris. Osiris était noir charbon. Et chez les anciens Égyptiens, nul n'entre au paradis s'il n'est pas noir. Ah oui, les textes le disent très clairement. Nul n'accède à Osiris s'il n'est pas comme Osiris, et Osiris était noir, noir charbon. Osiris, c'est l'ancêtre, le premier roi des Égyptiens, qui a connu une vie de bonté. D'ailleurs, il est après Wun-Nefer, Osiris Wun-Nefer, Osiris au cœur bon. Il était venu apporter la civilisation, la culture à son peuple. Il a connu la méchanceté de son frère Seth, qui était peint en blanc. Seth était peint en blanc et qui symbolise le mal en Égypte. Mais Osiris était peint en noir. Et Cheikh Anta leur dit au colloque du Caire que les anciens Égyptiens savaient distinguer les couleurs. Ils savaient distinguer le noir du blanc. Et Seth, il est le symbole du blanc. Il est peint en blanc. Osiris, il est le symbole du bien. Il est peint en noir et il est appelé Wun-Nefer, c'est-à-dire Nit ku baax. Et après avoir connu l'iniquité des hommes, après sa mort et sa résurrection, Osiris est devenu l'ancêtre de tous les pharaons. Et son fils Horus, qui le succède au trône, lui également est venu venger son père Osiris, qui a connu l'injustice de la part de son peuple. Et pour recevoir la vie éternelle comme Osiris, il fallait appliquer la mat, c'est-à-dire Deug ak Djub, la justice et la vérité. C'est la raison pour laquelle la civilisation égyptienne a duré plus de 4 millénaires, parce que cette civilisation est basée sur la mat, la justice et la vérité. Et le roi, le pharaon, le président de la République, il était le principal responsable de l'application et de la préservation de la mat et de la justice, c'est-à-dire la paix sociale. En Égypte, tant qu'il y a paix sociale, il n'y a pas de problème. Et Pharaon était le garant de la paix sociale. Quand il y a perturbation de cette paix sociale, Pharaon, il est destitué. Et Alun, qui a travaillé sur les civilisations modernes, surtout au Kadior, il peut rapidement vous faire le rapprochement entre la conception de la royauté en Afrique moderne, en Afrique traditionnelle précoloniale, et ce que nous savons de l'Égypte ancienne, la conception de la royauté en Égypte ancienne. Cheikh Anta, glanant tous ces arguments sur tous les plans, la société, la politique, l'économie, l'organisation sociale, les castes, la langue, la religion, en arrive à la conclusion à laquelle les femmes, les prêtres, les prêtresses, l'Égypte était noire et africaine. Et finalement, à la fin du colloque, les égyptologues occidentaux ont reconnu que les thèses de Cheikh Anta sont irréfutables. Et ils l'ont dit dans le rapport produit au sortir de ce colloque que Cheikh Anta
les arguments qu'il a développés, surtout Jean Leclan qui était le plus acerbe par rapport à Cheikh Anta, a reconnu qu'effectivement ce que Cheikh Anta a démontré à partir des hiéroglyphes et à partir de tous les pans qui ont jalonné la trajectoire historique de l'Égypte ancienne, qu'il est indéniable, que l'Égypte était noire et l'Égypte était africaine. Et au sortir de ce colloque, c'était en 1974, on a produit l'histoire, on a commencé à écrire l'histoire générale de l'Afrique, et les thèses de Cheikh Anta, 6 ans après, lorsque Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, il a réhabilité Cheikh Anta parce qu'il a compris que le confinement de Cheikh Anta à l'IFAN avec son salaire d'enseignant du collège ne reposait que sur de l'injustice de Senghor. Et il l'a lui-même dit, il a dit que parce que lui, il a le doctorat et que Senghor n'a pas le doctorat. Et c'est la raison pour laquelle Senghor combattait Cheikh Anta. Et d'autant plus que les thèses de Cheikh Anta dérangeaient le blanc. Et jusqu'à présent, ces thèses continuent de déranger. Et jusqu'à présent, les thèses de Cheikh Anta sont combattues par les Européens qui estiment que les pyramides ne sont pas construites par les Africains. J'ai échangé avec quelqu'un comme Dr Awa qui a côtoyé Cheikh Anta, qui lui a dit, d'après la dame, que Cheikh Anta lui a raconté un jour que le secret des pyramides sera dévoilé un jour par les Sérères. Que ce sont les Sérères eux-mêmes qui ont construit ces pyramides. Et moi, j'ai travaillé sur ma thèse sur les Sérères et j'ai compris beaucoup de choses que les Sérères font aujourd'hui et qu'ils ont dans leur ADN. Et Cheikh Anta lui a raconté, il lui a dit, mais un jour viendra, les Sérères vont démontrer le secret des pyramides. Et aujourd'hui, il y a des thèses, des ouvrages, des documentaires sur les pyramides et jusqu'à présent, on n'a pas encore cerné. On a même développé la thèse des extraterrestres pour dire que oui, ce sont des extraterrestres qui ont construit les pyramides parce qu'ils ne savent pas. Donc pour dire que Cheikh Anta, à l'époque, quand il développait ses thèses, mais c'était inconcevable et il a ouvert une brèche qui ne sera jamais saturée. C'est pourquoi je demande aux étudiants de vous rapprocher, de ne pas avoir peur de l'égyptologie. Parce que c'est une mer à boire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire et qui ne sont pas encore dites. Cheikh Anta n'avait pas le temps de balayer tout ce champ. Il a ouvert des brèches. Et parmi ces brèches, il y a des gens qui se sont faits, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de domaines d'investigation qu'il faut étudier, développer pour éclairer la lanterne des Africains, pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas un peuple qui est venu comme ça, mais nous avons partagé des mêmes valeurs et ces valeurs-là, pour faciliter l'intégration politique africaine, ces valeurs, cette mémoire collective que nous partageons ici, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Tchad, que tous les Africains sont des frères. Nous avons la même identité culturelle, nous avons la même culture, nous avons le même passé. Iba Der Thiam nous disait en maîtrise que l'Africain, ce qui peut faciliter son intégration, c'est facile. Nous avons la même peau. Si vous allez en Europe, les Blancs, ils n'ont pas la même peau. Mais nous, on est tous noirs. Vous sortez de l'Afrique noire, nous sommes tous noirs, nous avons la même peau. Nous avons la même histoire. Nous avons la même origine. Et à partir de ces éléments, intégrés dans l'enseignement, dans les programmes scolaires, nous pouvons faciliter l'intégration culturelle africaine. Et pour Cheikh Anta, cette intégration culturelle facilite, comme disait Alioune, l'État fédéral. Et l'histoire lui a donné raison, comme vient de le dire Alioune. Aujourd'hui, tous les espaces qui occupent le marché mondial sont des espaces intégrés. C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis avec l'ALENA, c'est le Mercosur, c'est l'Asie-Pacifique. Donc il faut un espace d'intégration solide pour que les richesses africaines restent en Afrique, pour que les Africains puissent vivre décemment avec des infrastructures appropriées, pour que la main de l'ex-métropole soit boutée hors de l'Afrique, pour que les richesses soient profitables aux Africains. Et c'est toute l'actualité de la pensée de Cheikh Anta qui vraiment ne sera jamais dépassée à cause de sa finesse et à cause de sa profondeur.
Merci énormément, Monsieur Farisey. Donc, Madame Bokarli, je veux bien avoir un témoignage de vous par rapport à tout ça, par rapport à l'histoire de Cheikh Anta Diop, parce que vous êtes vraiment voilà, un témoignage vivant de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Merci de le partager avec nous. Alioune disait que Cheikh pouvait avoir 100 ans, c'est-à-dire qu'il pouvait vivre jusqu'à actuellement, et il était en si bonne santé qu'il le pouvait. Et il a choisi, c'est vrai, mais il a choisi de ne pas en arriver là. Parce qu'à un moment donné, il y a Dr Moustapha Diallo, qui était son successeur, son adjoint dans la R&D, qui était prêt à lui mettre, parce que si vous vous rappelez le symposium, enfin ceux qui savent, parce qu'il y en a qui sont quand même très jeunes, et il était tombé parce qu'il avait fait une crise cardiaque. Et il avait des problèmes donc cardiaques, mais qui pouvaient être résolus. Et Moustapha Diallo lui a dit, on va te mettre un appareil qui te permettrait de vivre longtemps. Il lui dit, non, non, j'ai terminé mon œuvre. Cheikh Anta Diop, c'est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu 63 ans, il a fait une œuvre durant cette période. Dans les 63 années que Dieu lui a accordé, comme il avait accordé ces 63 ans au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a tiré sa révérence. Il a dit, j'ai terminé mon travail, mais je n'ai fait que baliser, et ce sera à vous, la jeunesse africaine, d'approfondir ce travail-là. Donc, ce qui montre aussi la générosité de Cheikh Anta Diop. La falsification de l'histoire, Monsieur Pape Farisey l'a montré. Et je vais vous citer ce que Cheikh dit à ce propos-là. Il dit, il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement et vous tue moralement avant de vous tuer physiquement, parce qu'ils ont beaucoup tué physiquement. Le professeur Ibader Thiam dit que Faidherbe a brûlé 25 villages et avec ses habitants. Ils ont fait la même chose un peu partout où il y a eu la colonie française. J'étais en Algérie. Ils ont fait pire encore en Algérie qu'en Afrique subsaharienne. Il dit, mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux. On ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, votre aliénation, sur votre conditionnement et des réflexes de subordination, et sur tant d'autres facteurs de ce genre. Si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, il n'y aura pas de salut. C'est-à-dire si nous ne nous libérons pas mentalement, parce que comme il dit, le dominateur, quand il arrive, ce qu'il t'enlève d'abord, c'est l'estime de toi-même. Tu n'es rien. Et c'est pour ça que les Noirs Africains américains appellent Cheikh Anta le Rédempteur. Parce qu'on leur avait dit, vous, vous êtes des esclaves. Vos ancêtres étaient des esclaves. Vos enfants seront des esclaves. Et voilà que Cheikh Anta vient leur dire que l'humanité vous doit tout. Que non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais elle est la source de toutes les sciences, de toutes les religions, et ça sur des bases scientifiques. Et c'est à partir de ce moment que les Africains américains ont commencé à relever la tête. Et au point que le président, qu'un Africain, pratiquement 40 ans, moins de 40 ans après le Harvard Dream de Martin Luther King, devienne président de la République de la première puissance mondiale. Mieux encore que son épouse Michelle Obama, dont le grand-père était en 1850 esclave dans les plantations pour cultiver ce riz qu'on appelle le riz Thiebou Caroline, était esclave. Donc son grand-père était esclave. Et quelques siècles après, elle devient la première dame de la Maison Blanche. Une femme noire,
maîtresse de la Maison Blanche, il faut le faire après tant d'oppression, après tant de déshumanisation. Donc c'est important que vous sachiez qui vous êtes, que vous sachiez de plus en plus nga xam sa bop, nga gëm sa bop. Mais pour nga gëm sa bop, il faut nga xam sa bop. Et c'est ça qu'aujourd'hui l'inspecteur Alioune Ndiaye et docteur professeur Fary viennent nous dire qu'est-ce que Cheikh Anta a apporté à l'humanité, comment il a pris le dessus justement au colloque du Caire, dont le 50e anniversaire ce sera l'année prochaine, tout comme cette année c'est le 100e anniversaire de la naissance de Cheikh Anta. Alioune disait que les questions raciales sont encore d'actualité, bien sûr. Si on sait qu'il y a la semaine passée, on a eu un joueur, un sportif africain, en le comparant à des singes et tout ça. Donc ça veut dire que la mentalité, l'idéologie esclavagiste, l'idéologie d'infériorisation de l'Africain est encore là pour pouvoir le brimer, pour pouvoir surtout le dominer, pour pouvoir piller les ressources, parce que toutes les richesses sont en Afrique. Toutes les richesses du monde sont en Afrique. Le diamant qui a enrichi la reine d'Angleterre, tous ces diamants venaient de l'Afrique, essentiellement de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe. Imaginez-vous si ces richesses étaient restées en Afrique. Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? N'est-ce pas? Le cobalt, on dit que le Niger, c'est le pays le plus pauvre. Comment un pays qui détient quelque chose dont tout le monde a besoin aujourd'hui, dont personne ne peut se passer, peut-il être le pays le plus pauvre du monde? Ce n'est pas possible. D'où l'œuvre de Cheikh Anta reste une œuvre d'actualité. Parce que c'est une œuvre de libération des Africains. Comme l'avait dit Césaire, ce livre est le livre le plus audacieux qu'un nègre. En ce moment, il n'y avait pas le nègre n'était pas au moins insultant. Et ils l'ont rendu même, c'est simplement quelqu'un qui a de la mélanine sur sa peau et qui a la peau crépue, comme les locodermes qui ont perdu leur mélanine. Les égyptologues pourront bien nous en parler, n'est-ce pas? Et donc, continuer le pillage des ressources africaines. Et comme l'avait dit un président français lui-même, Jacques Chirac, sans l'argent, sans les ressources de l'Afrique, la France ne ferait pas partie des premières puissances mondiales. Et c'est pourquoi on nous tient, je dis souvent, c'est comme le policier américain et George Floyd, que les Occidentaux, la France, pour parler de nous dans l'Afrique subsaharienne, a le genou sur le coude des Africains. Et c'est à vous, jeunesse africaine. Le meilleur hommage à rendre à Cheikh Anta, c'est d'apprendre son œuvre, c'est d'apprendre ses thèses, c'est de s'organiser pour les mettre en œuvre. Parce que c'est vrai que peut-être ça a été long, 3 siècles de domination, mais ce n'est rien par rapport à l'histoire. Et je le dis sous le contrôle des égyptologues, l'histoire est tellement longue. Et c'était plus dur de se libérer, de se décoloniser. C'était plus dur de détruire le système d'apartheid. Ça a pris au moins 27 ans de prison de Nelson Mandela et de ceux avec qui de ses compagnons. Alors, la néocolonisation que nous vivons est beaucoup plus facile à détruire que la colonisation et l'apartheid, je pense, n'est-ce pas? Donc, c'est votre tâche, vous, jeunesse africaine. C'est votre tâche, vous, jeunesse africaine, dont le parrain est Cheikh Anta Diop. Appropriez-vous des idées et de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Je ne peux pas, c'est bien, les petites vidéos qui passent, les TikTok et tout ça, mais lisez-le. Lisez les œuvres que ça a engendré, n'est-ce pas? Et on va s'organiser, comme disait Alioune Ndiaye,
durant ce siècle, durant ce 100e anniversaire de sa naissance, durant ce 50e anniversaire du colloque du Caire, pour approfondir ces questions-là, pour la libération de l'Afrique, pour le développement durable de l'Afrique, pour l'épanouissement des peuples africains. Je vous remercie. Monsieur Alioune Dia, je vais juste poser une question. On remarque tout au long des ouvrages de Cheikh Anta Diop l'afrocentrisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que le changement est véritablement en marche à partir de ce mouvement ethnocentriste? Alors, pour ce qui est de l'afrocentrisme, c'est tout à fait normal. Tout est parti de l'Afrique. Cheikh même, lui, il a montré qu'avant même de venir au niveau du Caire, mais c'est parti du Sud. Dans un premier temps, c'est pourquoi je dis nous détruisons cette définition qui consiste à dire que l'histoire, c'est avec l'apparition de l'écriture. Bien avant, si on creuse avec la préhistoire, il y a ces périodes même guerréennes où il y a eu d'intenses ballets diplomatiques, même si on parlait du pays de Punt, qu'on considérait comme étant des mirages, mais tout est parti de couche, tout est parti du Sud pour venir maintenant vers l'Égypte. Et c'est à partir de l'Égypte qu'on a irradié le monde. Les gens sont allés vers l'Asie, vers l'Europe et peut-être plus tard vers le Nouveau Monde. Mais je voulais revenir un peu sur la stratégie de Cheikh, sur les thèses de Cheikh, pour vous dire que vous devez beaucoup lire. Moi, j'ai comme l'impression que Cheikh, il a même utilisé les armes des Européens pour les combattre. Parce qu'avec ces classiques, les Hérodote, les Strabon, les Diodore de Sicile, ces gens ont visité l'Égypte et ils ont dit dans leur écrit que l'Égypte était noire. Cheikh, en tant qu'anthropologue, il a interrogé des pratiques africaines. La circoncision, mais tubaab du jongo. Tubaab du jongo, affaire nit ku ñuul la. Judith, tu as compris? Oui, c'est des pratiques africaines. Cheikh, il est allé même jusqu'à décrire comment est constituée l'africaine. À côté, on a les européennes. Ce n'est pas la peine d'aller véritablement à ce niveau. Mais c'est pour vous dire que moi, je dis qu'il a utilisé même les armes de ces Européens. Et ces Européens savaient pertinemment que l'Égypte était noire. C'est à partir d'un certain moment qu'il y a une idéologie pour dominer ces Africains, pratiquer l'esclavage, soutenu par, je ne parle pas de la religion. Ensuite, l'époque coloniale, où on a voulu assimiler, pour vous dire que vous n'avez pas de culture, ce que véritablement les Cabral et autres ont compris. Parce que pour dominer un peuple, il faut véritablement lui dire que tu n'as pas de culture. C'est pourquoi aujourd'hui, ces questions sont toujours actuelles. Et véritablement, tout est parti de l'Afrique. On a irradié le monde, mais tout va revenir à l'Afrique. Il y a une délégation de presque 300 chefs d'entreprise belges qui sont actuellement au Sénégal. Et avec Youssou N'Dour, dans sa fondation, nous parlons des ICC, les industries culturelles et créatives. C'est comme si l'Européen n'a plus de culture. Aujourd'hui, ce sont les cultures africaines qui véritablement s'imposent en Europe. Vraiment, Judith. Oui, on va prendre quelques questions. Si le public a quelques questions à poser.